cet hommage à Pierre Bourges, parce qu'à l'heure de la sieste, et après 6 ou 7 nuits de ciel dégagé, vous auriez eu les circonstances atténuantes de succomber à l'activité la plus importante des rencontres astronomiques quand il fait beau, à savoir la sieste. Ça prouve quand même quelque chose, c'est que ce personnage vous a certainement marqué autant que nous, il nous a marqué, enfin moi à titre personnel, parce que ça faisait quand même 32 ans que je le connaissais, et j'ai partagé avec lui pas mal de choses, aussi bien du point de vue astronomique que du point de vue personnel, puisque je l'ai lu le 15 juin 91 à ma soutenance de thèse, entre autres, donc c'était quelqu'un qui cultivait le sens de l'amitié avec un grand art. Alors le Pierre, il nous a fait quand même une surprise, parce que, bon, vous savez qu'il était âgé, il avait 91 ans et 10 mois quand il est décédé. On peut s'attendre à cet âge-là à, évidemment, des mauvaises nouvelles à tout instant, évidemment. Mais enfin, bon bonhomme allant, depuis le décès de son épouse Agnès en 2008, il s'était quand même relativement bien remis de ce traumatisme, alors que, en gros, quand on les voyait tous les deux, on se disait, pourvu que ce soit Pierre qui parte en premier et pas Agnès. Il faut savoir que dans le couple Bourges, Pierre c'était le cerveau et les grandes idées, et Agnès c'était l'exécution matérielle des choses. Donc en gros, elle l'a materné pendant 53 ans, et elle lui a permis de faire en gros tout ce qu'il a fait, puisque je pense que si elle n'avait pas été à ses côtés, il n'aurait pas fait le quart de la moitié du cinquantaine de ce qu'il a fait. Donc je crois que cet hommage, il faut le rendre donc à Pierre Bourges et aussi à Agnès, même si elle nous a quittés il y a maintenant 5 ans. Alors bon, ce personnage, évidemment, il paraît un petit peu, comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de son éloge funèbre à Saint-Thomas-de-Courtorel, donc le 29 juin, il y avait quand même un petit côté complètement désuet avec ses bricolages, ses télescopes récupérés à partir de récupération, ses montages, en particulier pour ses photographies et ses cinémas de protubérance solaire où il récupérait tout, il arrondait tout pour que ça marche. Il y avait un petit côté désuet, mais enfin quand même, il a été le synonyme il était le représentant d'une génération d'astronomes amateurs, dont certains d'entre nous se souviennent encore comme si c'était hier, et une certaine astronomie d'amateurs où, bien sûr, on cultivait l'art de la récupération, l'art de la fabrication pour 3 francs 6 sous, puisqu'à l'époque, il ne faut quand même pas oublier que les télescopes et les lunettes astronomiques n'étaient pas accessibles à beaucoup de monde. Il faut quand même savoir que dans les années 1970, le standard de l'astronome amateur déjà un peu fortuné, c'était le télescope de 115-900. À l'époque, le télescope 115-900 valait 2500 francs. Alors 2500 francs de l'époque, vous convertissez en euros, ça ne fait pas grand-chose, puisque maintenant vous pouvez trouver un télescope de 115-900 à peu près au même prix, voire même moins cher. Mais il faut savoir qu'à l'époque, 2500 francs, ça représentait à peu près l'équivalent de 2000-2500 euros maintenant. Donc vous voyez, c'était quand même à l'époque intéressant pour des raisons d'économie financière de réaliser ces instruments. Alors il y avait cette motivation qui poussait les amateurs vers le bricolage et aussi et surtout la motivation de réaliser ces instruments soi-même et d'avoir le plaisir de les avoir fait soi-même. Alors il y avait toutes les gradations évidemment, et on retrouve un petit peu ça maintenant avec la réalisation des gros Dobson, et c'est fort heureux. On voit maintenant des personnes qui achètent des optiques de gros diamètre et qui construisent toute la partie mécanique de leur télescope, et ça c'est quand même quelque chose de très bien, puisque on va dire qu'un petit peu c'est l'héritage de toute cette génération d'amateurs qui étaient des amateurs constructeurs et observateurs. Alors actuellement on trouve maintenant des amateurs constructeurs, hormis les Dobsoniens, on trouve des gens qui construisent, qui taillent des miroirs, qui construisent mais qui n'observent pas, ou des gens qui observent et qui ne construisent pas. Bon, c'est difficile, c'est très rare de trouver maintenant des gens qui font les deux. Alors bon, le cursus de Pierre Bourges, il est quand même très particulier, donc par rapport à cet hommage, puisqu'il nous a quitté le 21 juin, ceci dit, il a une bonne idée de nous quitter le 21 juin, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Cet hommage, on va le répartir en 3 choses. D'abord une petite biographie du personnage, parce que je pense que tout le monde sait ce qu'il a fait en gros, mais personne, ou très peu, savent comment ça s'est réparti chronologiquement dans le temps et comment et à faveur de quoi il a pu faire tout ça. Et puis ensuite, on pourra passer 2 documentaires. Le premier, c'est un documentaire que lui avait créé, c'est un diaporama qui s'appelait L'homme curieux des étoiles, où il mettait évidemment en relation la beauté naturelle céleste et la beauté naturelle terrestre, parce que c'est un grand contemplateur. Et c'est un diaporama qu'il avait monté avec force
on va dire abnégation, parce qu'il a mis au point le système pendant 4 ou 5 ans. On a vu les évolutions d'ailleurs pendant les 4 ou 5 ans concernés quand on faisait ces rassemblements à la ferme des Gaillons à côté de Barthélemy-au-Perche. Et ce diaporama, une fois finalisé, il l'a mis sur un support numérique. Et alors, chose curieuse, parce qu'avant de vous passer ici, j'ai demandé l'autorisation aux deux fils de Pierre Rose, autorisation qu'ils ne m'ont pas donnée formellement, parce qu'ils ne savaient pas à quoi ça correspondait. Donc en gros, Pierre m'avait donné cette copie numérique que vous allez voir, et c'est a priori la seule qui existe, parce que même ses enfants n'étaient pas au courant qu'elle existait. Donc on va se la passer comme si on se la passait dans le cercle de famille. C'est pour ça que j'ai demandé à notre caméraman de ne pas l'enregistrer. Au moins vous l'aurez vu. Je pense que de toute façon elle sera libre de droit dans pas longtemps et qu'elle pourra faire des petits autant qu'on en veut, parce que sinon c'était sa volonté. Sa volonté c'était pas de faire donc, je vous produis un document, je veux faire de l'argent avec et je le garde pour moi. C'était pas du tout sa philosophie. La seule chose qu'on demandait les fils gauche sur cette affaire-là, c'est de voir le document pour donner leur accord. Enfin, ils le donneront puisque c'est la version intégrale de ce que lui passait donc avec ces 4 projecteurs à diapo, parce qu'il faut savoir que ça c'est un enregistrement d'un diaporama qui était fait avec 4 projecteurs à diapo qui étaient en synchronisation. Voilà. Et ensuite on passera à un documentaire qui a été filmé en partie ici et qui est paru il n'y a pas très longtemps, qui là est un document, on va dire, commercial, et dont certains d'entre vous se souviendront peut-être, parce qu'il y a 2 ans on a reçu une équipe de tournage de 2 personnes, donc qui sont venues faire des séquences ici sur les rencontres astrocielles, dans le cadre d'un projet de documentaire sur l'astronomie amateur. Alors c'est un documentaire qui est fort intéressant, puisqu'ensuite ils sont revenus un peu après le désir, enfin bref, et il y a plusieurs personnes qui se reconnaîtront qui sont sur le reportage. Je pense que c'était pas mal, parce que c'est un bel hommage à l'astronomie amateur, donc telle qu'elle se pratique maintenant, et c'est en gros la prolongation de ce qui se faisait il y a 20 ou 30 ans. Je trouvais que c'était pas mal de mettre les deux aspects en correspondance. Alors enfin, si ça vous intéresse et si on a encore le temps, j'ai un diaporama que j'avais passé il y a quelques années donc, dans le cadre du Festival d'astronomie de Roque-Garonne, qui était en fait un petit tour d'horizon des illuminés, des excentriques passionnés d'astronomie qui ont marqué leur temps, on va dire, dans la première moitié du XXe siècle. Voilà, donc pour commencer par Pierre Rose, tout le XXe siècle, puisqu'en fait il est né en 1921, donc ça fait quand même tôt dans le XXe siècle. Il est né dans un coin où le ciel était clair, voire même très clair, même si c'était en Normandie, et qu'en Normandie il pleut de temps en temps. Et il a été hanté donc dès le début par le spectacle de la nature, puisqu'il était dans une région où il a toujours vécu d'ailleurs, il a ce privilège, il est né quasiment à l'endroit où il est décédé, à peu de choses près. Et en fait, il était issu d'une famille d'agriculteurs, de gens de la terre, et avec quand même, comme avait eu le privilège Camille Flammarion, une personne de la famille qui était un petit peu tournée vers ce qui se passait dans le ciel. Pierre Blanche était sa grand-mère, qui lui a raconté l'éclipse totale de soleil de 1912, qui en fait était quasi perlée sur la région. Elle lui a raconté des tonnes de choses, la grande comète de 1880. C'était quand même pas donné à tout le monde, au fin fond de la Brousse en Normandie, d'avoir un souvenir précis de la grande comète de 1880, on va dire en 1927-28. Et puis donc il a été baigné un petit peu par tout ça, de la même façon que Camille Flammarion, le fondateur de la Société astronomique de France, a été baigné dans le milieu de l'astronomie grâce à sa mère aussi. Et là, sa mère lui avait montré ainsi qu'à ses frères et sœurs, une éclipse de soleil en 1847. À l'époque, on observait les éclipses du soleil en remplissant un seau avec de l'eau, en espérant qu'il ne passe pas devant. Et on observait la réflexion sur l'eau donc de l'image du soleil. Et c'est comme ça qu'Amie Flammarion a observé sa première éclipse en 1847. Il y avait à peine 5 ans. Donc en fait, si on fait le parallèle entre le destin de Pierre Vosges et le destin de Camille Flammarion, il y a eu un élément déclencheur, qui est un élément déclencheur familial, même si du côté de Pierre Vosges comme du côté de chez Camille Flammarion, il n'y a eu absolument aucune sommité du monde de l'astronomie dans les antécédents familiaux, même les cousins, les ceci, les oncles, les tantes et tout ce qui s'en fait. Voilà, donc la ferme natale d'ailleurs c'était assez amusant parce que
il y a 3 ans, je crois, il nous avait fait visiter, il avait obtenu l'accord des propriétaires actuels de la ferme, qui était d'ailleurs à 250 mètres de là où il a vécu, donc pour aller faire la visite. Donc on y est retourné en pèlerinage avec lui, on est rentré dans la chambre où il était né, enfin, c'était quelque chose d'assez émouvant. Et en fait, donc, cette ferme-là, il a vu en fait toute son existence, puisque de chez lui, on la voyait. Alors là, difficile de le reconnaître quand on ne le connaît pas. En fait, Pierre Bourges, sur cette photo de classe à l'école primaire de Saint-Omer-Courtrai, il est le deuxième en partant de la gauche, sur tout en haut, là, donc il y a une fille là, qui est tout en haut, qui domine la classe, et il est juste en dessous. Bon. Alors, Pierre Bourges a été marqué dès son jeune âge par la hantise de la mort. Simplement parce qu'à l'âge de 7-8 ans, il a fait une bronchopneumonie. À l'époque, ça existait, c'était fréquent. Il n'y avait pas d'antibiotiques, donc on en mourrait ou on aurait échappé dans des conditions difficiles. Ça, c'était ce que les médecins prônaient auprès des familles en disant l'enfant qui a fait la pneumonie ne fera pas un centenaire. Bon, le fait est qu'il n'a pas fait un centenaire, c'était moins une. Et le médecin de famille avait dit à ses parents, ben, vous savez, il vivra jamais plus de 60 ans. Après 60 ans, il sera mort. Moi, j'ai eu le bonheur de le connaître alors qu'il avait l'âge de 59 ans. Et la première chose qu'il m'a raconté, c'est ça. Il m'a dit, profitez-en, l'époque quand vous voyez, ça peut être important, parce qu'on n'a pas vu que je ne vivrais pas plus de 60 ans. Enfin, il disait ça avec un petit peu son sens de l'humour. Et après, il m'a dit, tu sais, mon médecin, ça fait longtemps que j'ai enterré. Alors, de son état, il était orgueilleux. Alors, il a eu une aubaine, parce qu'il a eu beaucoup de chance dans sa vie. Il a fait quelques rencontres qui ont décidé de son destin. Et entre autres, il était donc apprenti horloger à Moulins-la-Marche. Moulins-la-Marche, c'est la petite ville qui était à une dizaine de kilomètres au nord de son village, Mortagne-au-Perche. Et à Moulins-la-Marche, donc, il y avait un horloger qui avait repéré depuis fort longtemps l'adresse manuelle de Pierre Bourges. Et un beau jour, il va débarquer devant la boutique, une superbe bagnole. Je ne sais pas si c'était une Auto-Schiff ou l'équivalent, enfin c'était les voitures de prestige de l'entre-deux-guerres. Et puis il voit descendre un monsieur de cette voiture avec un régulateur. C'était une montre à gousset, un truc un peu compliqué, qui était hors d'état de fonctionnement. Donc il va voir le patron de la boîte en disant, est-ce que vous pouvez me réparer ça? Alors le patron lui dit, moi je ne sais pas, mais peut-être que mon apprenti pourra. Donc il remet la montre à gousset de cette personne à Pierre Bourges, et il venait de remettre la montre à gousset d'un monsieur qui s'appelait Maurice Manant. Comme par hasard. Alors Pierre Bourges remet la montre en état, ça n'a pas été un énorme problème pour lui. Et une semaine après, le propriétaire repasse pour reprendre son bien. Et alors il dit donc au tenancier de l'horlogerie, mais qui a été capable ici au fin fond de la Beauce de remettre en marche cette montre que les plus grands horlogers parisiens n'ont jamais été capables de faire fonctionner. Et alors c'est comme ça que Pierre Bourges rentre en contact avec Maurice Manant, qui accessoirement était le plus grand constructeur d'instruments astronomiques de son temps, de l'époque. Donc ça c'est quand même une superbe coïncidence. Alors pourquoi est-ce que Manant avait été atterri là? C'est simplement parce qu'il avait une résidence secondaire dans la région et il était originaire de la région. Donc Pierre Bourges se retrouve donc en contact avec Maurice Manant très très rapidement, et Maurice Manant, pour le remercier, lui offre une magnifique lunette de 135 mm de diamètre. Alors donc, avec cette lunette de 135 mm de diamètre, quand on parcourt le bulletin de la Société astronomique de France de l'année 1941, 42, enfin jusqu'à 45, enfin déjà, bon, il a refusé le service du travail obligatoire, donc il était déjà pas trop en odeur de sainteté avec les autorités administratives de l'époque. Donc il se cache autant qu'il le peut, mais enfin dans cette région-là c'est facile, et il fait quand même quelques observations, essentiellement de comètes et d'étoiles variables, qui communiquent à la Société astronomique de France. Donc, si vous regardez les bulletins de la Société astronomique de France des années 1941 à 1945, vous allez voir des observations d'estimation des étoiles variables et de comètes signées Pierre Bourges. Et il rentre d'ailleurs à la Société en 1941, et moi j'ai eu le privilège de lui remettre la médaille du soixantenaire, parce qu'on a une médaille chez nous qu'on remet aux gens qui ont 60 ans de fidélité. Et donc j'ai eu le privilège de la remettre à Pierre Bourges en 2001, à l'Institut scénographique, et à M. René Verseau, qui est en train de rentrer dans la salle, un an plus tard, en 2002. Alors donc évidemment, à l'époque, l'astronomie pratique était une passion envahissante. Ça n'a pas changé. Hein.
si vous êtes les épouses d'astronomes amateurs, vous savez que la passion des astronomes amateurs est en général assez envahissante. Et si vous êtes astronome amateur vous-même, en général, vous avez le regret, si vous vivez en appartement, de ne pas pouvoir pousser les murs. Et puis quand vous ne pouvez pas pousser les murs, vous montez des grands projets pour que les murs se poussent tout seuls, pour pouvoir vous construire des observatoires et autres lieux pour pouvoir assouvir votre passion à plein temps, ou presque. Alors Pierre, lui, il n'a pas eu trop de problème, parce qu'en fait, ses parents étaient cultivateurs, ils avaient plusieurs fermettes dans la région, donc il y en a squatté une, qui s'appelait la Barbotte, qui est dans le centre du village de Saint-Thomas-de-Courterelle. Et puis, de la Barbotte, il a commencé à faire, en gros, le lieu où il entreposait ses systèmes, parce qu'en fait, il a récupéré plus ça encore. Il faut savoir qu'il a été l'un des premiers à assister au débarquement des Américains sur les côtes normandes. Et au retour, il a été le premier à faire l'état des lieux de tout ce qu'il pouvait récupérer par rapport à tout ce qui avait été laissé sur le champ de bataille, à savoir sur les chars allemands et autres choses de ce style, les périscopes de chars et tout ce qui s'ensuit. Il a fait donc en 44-45 une razzia assez incommensurable de périscopes, de moyeux de chars allemands et autre chose qui pouvaient lui servir pour construire des monteurs de télescopes. Alors son œuvre, elle est quand même assez exhaustive, parce que bon, il ne s'est pas contenté d'observer le ciel, de bricoler, de construire des télescopes, des coupoles et autres. Il s'est soucié dès le départ de la diffusion du peu de connaissances qu'il avait, et d'ailleurs il a toujours reconnu par lui-même, les connaissances sont ce qu'elles sont, elles sont loin d'être exhaustives. L'essentiel, c'est qu'on puisse les partager auprès du plus grand nombre. Alors là, vous avez la liste, bon, je ne vais pas citer tout ça, hein, enfin, j'ai cité quand même on va dire les points forts. Les points forts, c'était évidemment la parution en 1969 de l'ouvrage que vous connaissez tous, qui est À l'affût des étoiles. En sachant que À l'affût des étoiles n'est pas du tout une version originale, et d'ailleurs Pierre Rose ne s'en est jamais caché. Il s'est attelé à la publication d'À l'affût des étoiles avec l'aide de Jean Lacroix, qui est quelqu'un qui a une plume très très alerte et qui écrivait très très bien, beaucoup mieux que Pierre Rose d'ailleurs. Donc Pierre Rose soufflait les idées, Jean Lacroix les mettait en forme, et tous les deux relisaient. Et il faut savoir que dans cet ouvrage, on retrouve des quantités d'illustrations et de planches qui sont issues d'un livre dont Pierre Rose a toujours regretté la non-réédition, c'est le Manuel pratique d'astronomie de Lucien Rudeau. Puisqu'à l'époque où Pierre Rose a commencé à monter sur la scène, le pape, on va dire, de la promotion de l'astronomie populaire et de l'astronomie d'amateur en France, il y en avait deux, c'était l'abbé Moreux et c'était Lucien Rudeau. Alors Lucien Rudeau, je ne sais pas si son nom vous dit quelque chose. En tout cas, Lucien Rudeau, il faut absolument, si vous le trouvez, que vous procuriez un ouvrage fabuleux qui s'appelle Sur les autres mondes. Parce que Lucien Rudeau, c'était l'artiste observateur. C'était un dessinateur invétéré, qui dessinait des choses qu'il voyait. Ce qui n'est quand même pas le cas de tous les observateurs dessinateurs actuels. En plus de ça, il avait l'art de les mettre en forme de telle façon à pouvoir faire quelque chose de didactique avec ses observations dessinées. Donc en fait, il s'est amusé à dessiner les planètes, à se renseigner, à se documenter, et dans cet ouvrage Sur les autres mondes, en gros, on va dire une cinquantaine d'années avant les premières images ramenées par les sondes spatiales, il a offert au lecteur des paysages planétaires tels qu'on pouvait les deviner, enfin au moins les supposer, sur à peu près toutes les planètes du système solaire. Et en fait, les sondes n'ont fait en gros globalement que confirmer tout ce que Rudeau avait prévu dans cet ouvrage qui est paru en 1935. Alors Rudeau, il s'attribuait un titre pompeux, il était directeur de l'observatoire de Donville, c'était en fait un petit observatoire qui était dans la cour de son jardin, au fond de son jardin, c'était à Donville dans la Manche. Et il avait là-dessous une lunette de 108 mm de diamètre, il y avait quand même quelque chose de très bien pour l'époque, et il a fait toutes ses observations avec ça. Alors, Pierre Vosges, évidemment, a eu l'occasion de rencontrer de nombreuses fois Lucien Rudeau, et en parlait quand même avec beaucoup d'admiration. Et mais il y a une personne qu'il a rencontrée une fois, l'année de sa mort en 1951, c'est l'abbé Moreux. Alors l'abbé Moreux, lui, c'est une histoire un peu plus ancienne. L'abbé Moreux, vous savez, si vous faites les brocances et les vides greniers, vous avez certainement déjà croisé des ouvrages de l'abbé Moreux parce qu'il était très très prolifique. Il a publié pas moins de 250 ouvrages sur tous les sujets à caractère astronomique et autres. Alors, et autres, il y a plein de choses. Hein.
pour comprendre les mathématiques, pour comprendre ceci, pour comprendre cela. Et l'abbé Moreau était quelqu'un qui était infatigable et qui a quand même accompli l'exploit, je crois, en 1929, d'observer l'opposition de Mars de 1929 pendant 90 jours d'affilée. Il a fait des dessins de Mars 90 jours d'affilée. Il était basé à Bourges. Il avait, dans un premier temps, un observatoire qu'il avait installé sur le toit du petit séminaire de Bourges. Et puis ensuite, il a pris son indépendance. Il s'est acheté une petite maison qu'il a fait transformer en palais hispano-mauresque. C'est d'ailleurs assez marrant parce que la maison existe toujours. Et ça, suite au voyage qu'il avait fait avec Camille Flammarion en 1900 pour l'éclipse totale du Soleil en Espagne. Et donc, l'abbé Moreau et Camille Flammarion ont été très très proches, on va dire de 1895 jusque vers 1907 ou 8. Et depuis, on ne sait pas pourquoi, il y a eu une rupture complète de la communication. Est-ce que M. l'abbé tournait un petit peu trop autour de Gabriel ou de Sylvie? Ça, l'histoire ne dit pas. Mais c'est probablement ce qui s'est passé. Alors donc, par rapport à la Vue des étoiles, donc 17e réédition, je crois actuellement, c'est un ouvrage qui de toute façon est inusable. Il a été revu un petit peu à la sauce du jour depuis l'avant-dernière édition, puisqu'ils se sont adjoints les services d'un rédacteur qui est un petit peu plus tourné vers la CCD webcam. Bon, moi, à la place de Pierre Bauche, je l'avais dit à l'époque, c'est pas comme ça que j'aurais fait. J'aurais gardé la structure du livre dans son état initial et j'aurais rajouté un chapitre CCD webcam de manière à ce que la remise à jour soit beaucoup plus facile. Parce que là, maintenant, ils sont complètement coincés. Alors ensuite, par rapport à son œuvre, il y a eu évidemment les revues, parce qu'il y a eu un paquet. Alors la première revue, alors là, les revues, voilà. Bon, on peut parler des observateurs, mais on va revenir en arrière, c'est ça plus simple. Voilà, les revues. Alors la première revue qu'a publiée Pierre Bourges, c'était le bulletin de la Société astronomique de Normandie, publié donc juste à la fin de la guerre en 1945, à partir des renéotypages réalisés dans la cave de l'intéressé. Donc l'édition et la publication étaient réalisées dans la cave de l'intéressé, qui se chargeait ensuite de la diffusion par son propre réseau. Et ce bulletin de la Société astronomique de Normandie est devenu un an plus tard le Ciel Normand, donc une revue un peu plus structurée. Alors le Ciel Normand, donc, qui a quand même survécu un certain nombre d'années, qui est devenu ensuite le Ciel, donc en gros début des années 50. Mais ça intéressait toujours la région ouest, hein, c'est-à-dire que c'est un bulletin qui a été diffusé, pas seulement en Normandie, mais on va dire en Normandie, en Bretagne, et un peu plus vers le nord, un peu plus vers le sud, mais qui n'a pas tellement touché les régions parisiennes et la région est. Et le ciel est devenu, au début des années 60, Ciel et Fusée, qui là a été diffusé à peu près au niveau national. C'était le petit bulletin, c'était la mode à l'époque, même 60 bulletins d'ASAP, qui n'était pas beaucoup plus grand que ça à l'époque. Et cette revue Ciel et Fusée est devenue Ciel et Espace, pour ce qui est de sa diffusion en 1971. Et c'est le même Ciel et Espace que vous trouvez actuellement en kiosque en 2013. Alors c'est l'espace, évidemment, c'est difficile de ne pas évoquer le parcours de Pierre Bourges à l'Association française d'astronomie qu'il a fondée, puisque au décours d'un voyage en URSS en 1981, il a été bien observé, et je pense que René ne va pas me contredire sur ça parce qu'il me l'a raconté tellement de fois, par des jeunes loups, on va dire, qui ont observé son comportement. Et coup classique dans une association en 1901, ces jeunes loups se sont présentés au conseil d'administration l'année d'après, ou en fin d'année, ont représenté une majorité au conseil d'administration, et moyennant quoi ils ont eu tous les pouvoirs pour liquider le fondateur de la revue, et ils ont pris le pouvoir à sa place. C'était ainsi que, si on résume, Pierre Bourges s'est retrouvé évincé de l'Association française d'astronomie en 1981, enfin évincé de la direction de la revue C'est l'espace, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, après quelques tentatives de conciliation, on va dire, il a compris à partir de 82-83 que de toute façon la situation était irrémédiable, et donc il est parti par la petite porte de cette association et de cette revue qu'il a fondée donc, en 1971. Bon, alors ça aurait été mal connaître Pierre Bourges que de le réduire à l'impuissance de la sorte, puisque la première chose qu'il a fait dès qu'il était sans état,
il y avait quand même le carnet d'adresse de l'ensemble de l'association, et il y avait aussi le carnet d'adresse de quantité de gens qui avaient déjà réussi à faire leur télescope et la progression de l'astronomie, on va dire, grâce à tout ce qu'il a publié. Donc il a fait un tour de France de tous ces gens-là. Et c'est à la faveur de ce tour de France-là qu'il a réussi à retrouver quelques forces vives pour lancer une nouvelle revue, qui était la revue Astrociel. Astrociel qui est paru de 1984 à 1994. Et pourquoi est-ce qu'elle s'est arrêtée en 1994? Parce que Pierre Bourges avait beaucoup de qualités, mais il avait deux défauts. Le premier, c'est qu'il faisait confiance à tout le monde. Et le deuxième, c'est qu'il n'avait aucun sens de la gestion et de la pérennisation financière de ses initiatives. Ça veut dire qu'Astrociel était toujours fabriqué par des bénévoles ou par des objecteurs de conscience, parce qu'à l'époque ça se faisait, et que du jour où le dernier objecteur de conscience en a eu assez d'avoir son petit recoin au fond de sa cave, certes près de montagnes nautiques astronomiques et de merveilles de l'optique astronomique, il n'a jamais réussi à mettre la petite dose qu'il fallait, on va dire malheureusement, d'astronomie commerciale pour faire pérenniser ses initiatives. C'est comme ça que Astrociel a disparu en 1994. Au passage, Astrociel, c'est le nom des rencontres qui s'étaient ici. Le nom a été choisi en commun avec Pierre Bourges en 2004. Et on a l'autorisation d'utilisation de ce nom à titre personnel parce qu'il nous l'a donné, et aussi à tout groupe d'observateurs et toute association qui sera en mesure d'organiser donc des rencontres astronomiques d'été. Donc ça veut dire que le nom d'Astrociel n'est pas propriété spécialement d'Association de France, mais il est propriété des bonnes volontés. Donc faisons en sorte que ça reste le plus longtemps possible dans le giron d'Assaf, mais enfin sachez que si un jour il y a bisbille au niveau de l'Association de France, les rencontres existeront toujours. C'est quand même rassurant. Alors Astrociel, voilà, alors pour tout vous dire, parce que j'ai été dans les confidences du premier numéro d'Astrociel, puisque quand on a lancé cette appareil, on est 4 ans, en gros, on a lancé les 3 premiers numéros d'Astrociel à 3. C'est-à-dire qu'on s'est partagé la rédaction des 3 premières parutions, et puis ensuite, la sauce a commencé à prendre. Il faut quand même savoir que la population que Pierre Bourges avait dans son carnet d'adresse était malheureusement le reflet de la population française. C'est-à-dire que dès son élection, et dans les mois ou l'année ou les 2 ans qui ont suivi, il s'est aperçu qu'il y a plein de gens qui lui avaient promis fidélité, qui sont bien sûr allés à la concurrence. Je vous passe le détail sur aussi les sollicitations desquelles on a fait l'objet à l'époque, parce que moi à l'époque je rédigeais des articles dans ces espaces, et la première chose qui s'est passée quand l'éviction de Pierre Bourges a été effective, on a tous reçu des appels au peuple de la part de l'actuelle direction, pas de la direction de l'époque, qui est en gros la même que maintenant, de la FAP, pour qu'on puisse continuer à rédiger dans cette magnifique revue qui s'appelle l'espace, moyennant finance évidemment. Donc ils ont essayé de nous acheter, soit comme pour un part, je leur ai toujours dit que je n'étais pas à vendre. C'est pour ça que j'ai coupé tout à toute publication dans ces espaces dès 84, dès lors que, en gros, le divorce avec Pierre Bourges était consommé et irrévocable. Alors maintenant, Pierre Bourges, c'était bien sûr les revues. Alors, pourquoi ça revient pas en arrière ici? Alors c'était aussi évidemment des observatoires. Alors on a parlé de l'observatoire de la Barbeute, qui était son premier observatoire, on voyait quelques images. Alors bon, il avait quand même des parents sympas. Parce qu'à l'époque, avoir la possibilité de crever le toit de la maison en construisant une coupole de 3 mètres de diamètre, construite de ses mains, il faut quand même savoir qu'il n'y a pas que le toit de la maison qui a été sacrifié pour cet édifice, il y a aussi le châssis du camion du grand-père. Parce que le système vertical que vous voyez là de longerons, qu'on voit sur la photo de droite, c'est des pneumatiques que j'ai des longerons récupérés sur le châssis du camion du grand-père. Donc c'était quand même assez osé. Bon, les parents de Pierre Bourges avaient remarqué que de toute façon on ne pouvait pas l'empêcher, donc il l'a fait. Et cette coupole, il l'a faite complètement sans plan précis. À l'époque, il n'y avait aucun plan publié dans les revues qui permette de construire une coupole d'observatoire. Il n'empêche que cette coupole qui a été montée en 1957, donc sur cette maison, qui était descendue dans les années 86-87, elle est toujours dans le jardin de Pierre Bourges, donc à la Butte, là au Châtel, et elle est toujours fonctionnelle. Donc, ça veut dire qu'il y avait quand même un sens de la conception qui n'était pas forcément le sens de la conception de n'importe qui.
Alors sous cette coupole, dans un premier temps, il y a eu un télescope de 257 mm de diamètre, donc il a naturellement taillé l'optique. Il s'est inspiré très fortement pour son télescope de 257 mm de celui décrit dans la première édition de l'ouvrage de Laurent Texero, la construction du télescope d'amateur, qui était paru en 1952. Et puis ensuite, il a trouvé que ce n'était pas assez gros. Donc il s'est installé un magnifique télescope de 400 mm de diamètre, qui était un télescope Casa, dont le tube avait été récupéré donc auprès d'un opticien suisse qui s'appelait Scher. Scher, c'était le constructeur, on va dire, dans l'entre-deux-guerres, de tous les télescopes pour les gens fortunés de l'époque qui voulaient du diamètre. Et Scher proposait à l'époque déjà des télescopes de 50 cm de diamètre pour les amateurs. Il a été entre autres le fournisseur privilégié de M. Jarry Desloges. M. Jarry Desloges, qui était un astronome amateur français, qui avait une fortune quand même assez colossale, puisqu'il a réussi sur ses propres deniers à financer la construction et le fonctionnement de 6 observatoires, dont certains installés au sud de l'Algérie. Il y en avait 2, un à Sétif, un à La Goutte, et dans ces observatoires, il y avait des optiques essentiellement de réfracteurs, dont le diamètre pour le plus grand d'entre eux était de 50 cm. Donc il y a des lunettes de 29 cm aussi, Jarry Desloges, il s'est installé dans un premier temps dans la région de Clermont-Ferrand parce qu'il était originaire du Massif central. Il a très vite compris que le ciel de Clermont-Ferrand était pas mal, mais enfin souvent couvert. C'est ainsi qu'il a émigré à droite et à gauche. Donc il a en gros concentré toutes ses installations donc dans le sud de l'Algérie, enfin dans le sud du nord de l'Algérie, on va dire plutôt. Donc on va dire dès 1917-1918. À tel point qu'il faisait paraître des annales. Et donc il existe les annales des observatoires Jarry Desloges. Très difficile à trouver, parce qu'il a fait appel à un éditeur, un imprimeur local, et ça a été imprimé par une petite bonne impression à Amiens. À Abbeville, c'était à Abbeville, c'est encore plus petit qu'Amiens. Et le tirage des premières annales des Jarry Desloges, c'était du style 200-250 exemplaires. Alors, pour les gens qui font de l'observation planétaire visuelle, ça c'est une mine d'or, parce que là on voit exactement, par rapport à une foultitude d'observateurs, ce qu'on voit réellement sur une planète. Alors là j'ai mis le commentaire parce que vous voyez que ce télescope il avait récupéré tout de suite, donc il s'est occupé du reste. Et le reste évidemment, toutes ces récupérations sur les champs de bataille ont permis de constituer une partie du reste. Et comme il manquait un régulateur de vitesse donc, par rapport à la vitesse lunaire, et ben, il a fait ça avec des pignons récupérés sur un jeune mécano, tout le monde a connu ça dans les années 70. Et ensuite avec des adaptations maison qui font que même actuellement ça fonctionne encore. Ce télescope, on s'est dit, puisque quand Pierre Vosges a pris un petit peu d'âge, il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de choses dans sa cave. Et il s'est dit plutôt que ça parte à la benne, autant que ça profite à des gens qui s'intéressent. Donc il avait organisé, lors des dernières rencontres qu'il a animées, donc c'était dans les années, on va dire 2005, 2006, 2007, voire même un petit peu avant, des grandes ventes aux enchères. C'était marrant, parce qu'il montait sur les plantes dans son garage. Et ce télescope-là, il est chez l'un d'entre nous qu'on connaît bien, avec l'espoir secret qu'on le restitue dans l'avenir, dans cette maison où la coupole a été montée. Et là, on est en train de travailler les fils d'ours pour voir s'il n'y aurait pas possibilité de rapatrier la coupole là où elle était à l'origine et de remettre le télescope en dessous. De façon à en faire un petit musée Pierre Vosges au centre. Qui permettrait des observations à la petite semaine, parce que on montait sur cette maison, parce qu'il y a l'escalier qui existe encore, tout y est encore, les piliers de béton, rien n'a été modifié, il n'y a plus qu'à la coupole à remettre dessus. Et le télescope, on s'est dit, il a été restauré dans l'intervalle, donc ça tombe bien. Alors ensuite, le télescope de 400 mm, c'est un 400 Vera 3, en automne et en casin, je crois qu'il était à 16. Bon, c'était un petit peu petit, et comme Pierre Vosges était un récupérateur né, il avait mis la main sur un héritage fabuleux. L'héritage fabuleux, c'était les héritiers de M. Caudron. M. Caudron, qui avait exercé l'art de l'astronomie d'amateur à Amiens, dans, on va dire, des années 1910 jusqu'aux les années 65-66. Et M. Caudron, qui tenait de boutiques de prêt-à-porter, c'était quand même très novateur pour l'époque, ça s'appelait Au Bonheur des Dames, avait réussi à employer ces petites dames à la couture, certes, mais aussi
à un emploi pas forcément marqué dans la fiche de poste des couturières, à savoir la taille des miroirs du télescope. Donc dans l'arrière-boutique, il y avait un atelier de taille de miroir du télescope. C'était les dames, les petites dames, donc, qui se chargeaient de l'ébauchage et du polissage des miroirs. Et M. Caudron avait un ami à l'Observatoire de Paris qui s'appelait André Couder, qui se chargeait des parabolisations un peu compliquées. Et comme son télescope de 400 mm, dont il a fait faire d'ailleurs toute la mécanique permanente, ne lui suffisait pas, en 1936, il a décidé la construction d'un télescope de 91 cm de diamètre. Alors, il fallait voir le bestiau, parce que non seulement il faisait 91 cm de diamètre, mais il faisait 9 mètres de focale. Et il était installé sur une monture à fourche, une monture en fer, une monture donc à berceau plutôt, elle-même construite permanente. Et donc dans un premier temps, il a installé sur 3 garages en plein centre d'Amiens, avec l'espoir de mettre une coupole autour, en rachetant un petit peu de terrain chez ses voisins. Sauf que la guerre est arrivée et que le télescope est toujours resté dehors. Alors pour la petite histoire, Caudron, qui était quand même bien fortuné, quand il a installé son télescope de 400 mm sur sa maison, rue Jeanne d'Arc, il a envoyé sa femme en vacances en Californie pendant 4 mois. Il a dit, chérie, je t'offre les vacances au terrain. Il l'a envoyé là-bas, et pendant ce temps-là, il a fait passer l'action, et faire construire sa coupole, installer le télescope. Alors comme il habitait dans une rue étroite, et qu'il n'y avait pas beaucoup de recul dans son jardin, il avait fait installer donc l'accès à la coupole par une espèce de trappe de grenier, donc un truc où l'échelle descend, un truc pliable. Et bien apparemment, sa femme ne s'est jamais aperçue à son retour de vacances qu'il y avait quelque chose de plus sur la maison. Alors entre-temps, Caudron, qui était intérieur fou, ainsi que ses dames, il avait réussi à remplir les maisons de toutes sortes d'optiques astronomiques, donc des miroirs, des ceci, des cela, tout et tout. Et quand Caudron est décédé, Pierre Vosges était à l'affût, il a récupéré donc l'ensemble de toute l'œuvre, on va dire, de tailleur et de constructeur de Caudron. Pour certainement pas grand-chose. Alors, il décrivait très bien d'ailleurs le déménagement du télescope de 91 cm de diamètre. Il était cherché, il y avait une vieille estafette Renault qu'on a connue puisqu'il a fait mourir à la Chavade 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, et c'est de cette estafette dont il servait pour faire sa chambre à coucher quand tout le monde était dans le gîte, parce qu'il avait un défaut, il ronflait. Il avait une qualité, c'est qu'il ne voulait pas déranger. Donc en général, chaque fois qu'on voyageait avec lui, il nous disait toujours « mettez-moi le plus loin possible et mettez-vous ailleurs ». Et donc en l'occurrence à la Chavade, il était dans son estafette, il avait aménagé, et nous, on était dans le gîte un peu comme les autres. Enfin, tout ceci pour dire qu'il a fait un certain nombre de voyages avec cette fameuse estafette pour aller chercher donc, le télescope, le 400 mm, qui était en dessous de cette coupole, qu'il a réinstallé. C'est un super télescope de 400 mm, c'était une petite couleur, qui malheureusement a mal supporté une réelle émidure, donc il a eu le malheur de confier son miroir, qui est un miroir des années 30, à la luminure, à l'SMTO, qui lui a récuré copieusement la surface, tellement copieusement qu'en plus de la luminure et de sa protection, il y a un peu de verre qui est parti. Donc en gros, le télescope n'avait plus du tout la forme qui allait bien. Et par rapport à un resurpassage sur un miroir très ancien comme ça coûtait moins cher d'en remettre un autre. Donc il en a fait refaire un par Moser. Il s'est mis un 0,2 refait par Moser qui est très bon à la place. Et donc dans ce bric-à-brac amiénois, il a récupéré plein de choses, dont un miroir de 53 cm de diamètre qu'il a monté en Dobson, qui est un miroir qui a été taillé en 1927. Là, pas chez lui, pas par les petites dames, mais par l'atelier d'optique de sa part de Paris, que Couder lui avait offert. Et ce télescope, vous pouvez éventuellement voir à quoi il ressemble, puisque c'est celui qui équipe mon télescope qui est à l'entrée du site. C'est un télescope de 535 mm ouvert à 3,5. Et il est maintenant habillé d'un écrin mécanique qui est digne de ce nom. On l'a testé avec David Bernet il y a quelques années, on est tombé par terre, on ne s'attendait pas à trouver ça, parce que c'est en gros le premier miroir qui est taillé en France à cette ouverture-là chez les professionnels français, et il est exactement aux normes des miroirs actuels, du même rapport d'ouverture et du même diamètre. Donc ça c'est pour la petite histoire, comment on se retrouve en rencontre Astrociel, un miroir qui a traîné pendant 40 ans sur la table de la table de salle à manger de Caudron.
Alors ça, c'est le télescope donc, que Pierre avait installé sous sa coupole, c'était dans les années 75-76 à peu près. Donc là, c'est tout d'époque. Hein. Ça, c'était photographié un peu sur le tas. Il commençait déjà à perdre un peu l'habitude de l'observation. Alors c'était un tube qui était un tube métallique en ferraille et qui avait la particularité de tourner dans son collier de serrage. Donc on pouvait orienter l'oculaire à notre guise sans aucun problème par rapport à la précision du pointage de l'objet. C'était une monture donc, à verso avec un secteur d'entraînement. Alors évidemment, il a adapté le secteur puisque à l'origine c'était une roue dentée qui était de petit diamètre et il a mis un secteur d'entraînement beaucoup plus grand diamètre. En sachant que Pierre Bourges était le promoteur de l'entraînement par secteur lisse, roue dentée piste tangente que vous connaissez tous, au moins pour les plus anciens. Alors Pierre c'était aussi un passionné du soleil. Et après avoir été utilisé les chronographes des autres, à savoir le pic du midi, il s'en est construit un, avec la complicité de son fils Fabrice, qui était électronicien. Il était l'un des premiers à mettre au point un chronographe avec correction automatique donc des erreurs de guidage par un système à 4 cellules photoélectriques, qu'il a d'ailleurs décrit dans ses espaces à l'époque. Et ça lui a permis d'être le premier à faire en gros en amateur du cinéma de protubérance solaire. Parce qu'il adorait le mouvement. Il a filmé tout ce qu'il pouvait filmer. Les éclipses de lune, les éclipses de soleil, les rotations de ciel, les aurores, les levants, les couchants, les occultations, tout ce qui est passé. Alors ça, c'est des photos qui ont été prises par Monique Pichot, qui vient de, on va dire une fois de temps en temps en rencontre pour nous dire bonjour. Et donc ça montre le chronographe de Pierre, en gros comme il doit être encore maintenant malheureusement. Alors la coupole, qui n'est pas une coupole, là aussi, c'était des récupérations. Il faut savoir qu'à l'époque où il a construit ça, il était en plein dans l'époque astrocienne, que son imprimeur, c'était les imprimes Bonnefoy, qui n'était pas très loin, Mortagne-Auberge, je crois. Et donc, il avait fait taper Bonnefoy de plaques offset d'imprimerie pour faire le revêtement de la coupole de son chronographe. Donc, tout ce qu'on voit là, ce sont des plaques offset d'imprimerie que Bonnefoy lui a fournies. Alors c'est un chronographe tout à fait à la façon Bernardio, hein, c'était vraiment quelque chose. C'est Paul Lacroix. Comment? Non, c'est pas Paul Lacroix. Il y a Paul Lacroix. Paul Lacroix? C'est possible. Si, c'est possible, c'est Paul, ouais, tout à fait. Ah oui. Et donc il avait adapté exactement le principe de Bernardio, et à ceci près qu'il avait mis une caméra derrière, et il faut savoir que la caméra qui lui permettait de faire les images sur son chronographe était la numéro 2 de chez Pathé. Naturellement, il ne restait plus de la caméra d'origine que la caisse, parce qu'il avait modifié tout le reste de façon à faire de l'image séquencée, et il avait tout organisé. Enfin, ses talents d'horloger bricoleur lui avaient permis de mettre tout ça bien au point. Donc il montrait ça, d'ailleurs je pense qu'il y a Alex Soliot sur l'image. Oui, tout à fait, ouais. Le troisième à voilà. la droite. Voilà. Et donc ça remonte déjà il y a pas mal de temps, ça doit dater des années 2002, 2003, au plus tard, voire même avant. Donc, quand il organisait ses rassemblements à la Pentecôte tous les ans, évidemment, le dimanche matin, il y avait la visite religieuse des installations du gourou. Alors donc, il nous donnait des explications. On les connaissait par cœur, on y allait tous les ans. Alors, entre autres choses, parce que quand on fait du film, il faut développer les films. Alors, quand on fait des films sur une journée complète, ça fait quand même des mètres et des mètres de pellicule. Donc, il avait développé un système qui permettait de faire le développement automatique des films. Alors c'est pareil, c'est des piquets de bois, des tuyaux de PVC, enfin c'est toute la récupération. Et en fait, il développait ces films comme ça, et ça lui permettait d'avoir en temps quasi réel le résultat de ces acquisitions, qui étaient d'ailleurs automatisées sous son chronographe, c'est-à-dire qu'il allait mettre le bazar en marche le matin, quand il faisait beau, le truc il tournait tout seul jusqu'au soir. Alors, il se consommait bien sûr des quantités absolues de TP24.1, je crois que c'était en France l'un des plus gros demandeurs de films TP24.1. Alors voilà ce que ça donnait par exemple, hein, donc sur des développements de protubérance, et il a fait des films avec tout ça, qui sont d'ailleurs très très beaux. Et puis bon, entre ces observatoires, donc dans sa Normandie natale, il y a eu un observatoire aussi qu'il a développé et fondé avec d'autres. Donc pendant son épisode Association française d'astronomie, c'est évidemment l'observatoire d'Anienne. Alors Anienne, c'est à 30 km au nord de Montpellier, c'est dans une garrigue bien sympathique où l'horizon est bien dégagé. À l'époque, c'était dans un coin qui était encore relativement noir.
c'est sûr que c'est un site qui n'était pas promis à un avenir astronomique brillant, compte tenu justement des développements potentiels de l'agglomération de Montpellier. Ceci dit, c'est un terrain qui avait pu être mis en place, qui avait pu être mis à disposition par des organismes d'éducation active qui s'appelaient CMEA, auquel Pierre Rouge a largement participé. Et donc, dans le cadre des stages, on va dire, d'initiation à l'astronomie et à la prise en charge du développement d'un observatoire, ils avaient réussi à organiser quelques stages pour la construction de cet observatoire où il y avait au départ un bâtiment un peu polyvalent et 3 coupoles. Voilà, c'est une photo qui montre un peu Vallienne à l'époque de la splendeur. C'est devenu ensuite un no man's land, une zone de non-droit pendant pas mal d'années. Et ça a été repris il y a quelques années ça a été vendu par le Conseil général de l'Hérault à un privé, il y a 5-6 ans maintenant, qui a racheté la propriété pour en gros construire une villa. Donc il y a il y avait de la place, il y avait plusieurs hectares. Et le site maintenant a été remis en valeur, il reste compris, a été modifié, il se produit maintenant sur les sites de l'Observatoire d'Aniel, en gros ce que Pierre Rouge aurait voulu, c'est-à-dire de l'animation tout public, gérée évidemment par les méthodes des années 2013, c'est-à-dire que tout n'est pas blanc, c'est-à-dire que les séances sont payantes, ce qui est quand même un peu normal parce qu'il faut quand même entretenir le site. Mais bon an, mal an, l'initiative de Pierre Rouge, même si elle a échappé complètement et à la FA et au souvenir de Pierre Rouge, elle se rattache actuellement depuis la reprise des années 2008-2009 à la mémoire de Pierre Rouge, puisqu'il s'y fait maintenant exactement ce que Pierre a voulu qu'il s'y passe. Alors par rapport à l'accueil, Pierre Rouge a toujours voulu que subsiste à son existence un musée Pierre Bourges. Alors chacun, on lui a toujours dit, j'ai pas été le seul à dire, tu sais, un musée Pierre Bourges c'est bien gentil, mais il faut le faire vivre. On n'est plus à l'époque où on fait vivre les mobiles, même si on leur injecte une formule. Donc, mais il n'en a jamais démordu, il a été profondément admiratif d'une initiative qui avait eu lieu dans les années 80, qui était le montage du parc du Soleil du Cosmos à Avignon. Alors le parc du Soleil du Cosmos à Avignon, qui a été fondé par 2 dames, Jacqueline Joutu et Marcel Hall, elles sont très vite rentrées en contact avec Pierre Rouge, d'autant plus que Pierre Rouge a organisé avec Jacqueline le rassemblement de Villeneuve des Avignon en 1981, après avoir organisé en 1979 le grand rassemblement d'astronomie de Nancy, qui a été le premier rassemblement d'astronomie amateur en France, d'importance, donc bien avant les RAP, évidemment, et bien avant les rencontres astronomiques, évidemment. Et ce rassemblement qui avait quand même rassemblé, en gros, je crois qu'il y avait toute l'astronomie amateur de France et des pays voisins qui avaient été présents. Donc Pierre a récidivé avec les Avignon avec l'aide de Jacqueline. Et alors Jacqueline lui a montré le projet des 2 dames, tout près d'Avignon. C'était dans une garrigue, donc dans un petit ville qui s'appelle Les Angles, qui est de l'autre côté du Rhône, donc qui est du côté pas du 84 mais d'autres, de l'autre côté du Rhône. Et ces dames avaient récupéré sur un bail amphithéotique de 35 ans, auprès de la municipalité des Angles, un ancien terrain militaire avec 2 bâtisses en ruine et 3 hectares de terrain autour, qui était dans la garrigue à l'époque. Ça n'intéressait strictement personne. Ces dames s'engageaient à remettre en état les bâtiments aux frais de l'association et à faire vivre ces bâtiments en vue d'en faire un centre d'initiation à l'astronomie. Alors il faut savoir à qui s'adressait le maire des Angles, parce que la Jacqueline et la Marcel, c'était des défonceuses de portes fermées, qui ont réussi dans les années 80 à se faire fournir tous les matériaux de restauration, de construction, d'agrandissement et même de construction de nouveaux bâtiments par tous les revendeurs de matériaux du coin. Enfin, ils ont même poussé vite jusqu'à se faire offrir une voiture pour les transporter en allant taper Citroën. Alors, ils ont récupéré les fils, un truc complètement terrible. Donc il leur a permis de faire des transportages de matériaux. Et quand la bagnole était prête à rendre l'arme, ils se sont dit la meilleure façon de la faire crever, c'est de la faire crever sur la place du Palais des Papes, avec un beau panneau de chaque côté, Parc du Soleil et du Cosmos. Donc c'est ce qu'elles ont fait. Donc la bagnole elle a terminé sa vie sur la place du Palais des Papes, avec 2 panneaux publicitaires dessus, Parc du Soleil et du Cosmos, Avignon, les Angles et autres, avec tout ce qu'il fallait bien, tout ce qu'il fallait pour y aller. Il leur a fait pendant environ 6 semaines une publicité d'enfer, alors c'est complètement interdit de faire de pub. Donc simplement parce que ça leur permettait comme ça de rentabiliser la disparition de leur chère voiture par une opération publicitaire qu'elles auraient payé beaucoup plus cher que le prix de la voiture.
Enfin, ça nous donne un petit peu la mentalité des deux dames, qui donc c'était des maîtresses femmes, hein, donc, qui entraînaient et qui donc en quelques années ont développé autour de ces vieilles bâtisses. Elles ont réussi à faire construire une tour d'observation avec un télescope de 26 cm de diamètre, une salle de réunion, conférence, un atelier d'optique, fabrication de télescopes, et dans le parc, tout un parcours qui permet de faire un peu ce qu'a installé Jean-François Léoni donc aujourd'hui, à savoir un parcours, un système solaire en miniature dans un chemin de Gary, à l'échelle évidemment, qui permettait donc aux visiteurs de se rendre compte exactement de quelle était l'échelle de distance entre les planètes par rapport au diamètre des planètes. Et alors ensuite, elles ont reçu l'argent partout du conseil général, du conseil régional et tout. Elles ont en gros automatisé le circuit en mettant des bornes qui faisaient que quand quelqu'un s'approchait dessus, c'était la borne qui parle, c'est toujours comme ça maintenant d'ailleurs, et qui donne le commentaire. À l'époque où le parc du Soleil du Cosmos a ouvert, donc c'était en 86, il y avait 6 hôtesses qui faisaient les visites, qui étaient rémunérées par le conseil général du Vaucluse. Donc c'est vraiment une entreprise qui a très très bien marché. Alors Pierre, il était bien admiratif par rapport à ça, d'autant plus qu'il avait été recruté pour rédiger les commentaires, les textes et autres de tout ce qu'il disait sur les bornes, donc il avait été un peu flatté sur le truc, et son grand rêve, ça aurait été de faire la même chose, donc dans son coin. Alors il a eu une possibilité de le faire, et on lui dit, mais vas-y, attends, c'est pas Saint-Thomas-de-Courtoreuil, de toute façon à Saint-Thomas-de-Courtoreuil, il n'y aura jamais personne. Il a eu l'occasion de se faire prêter un terrain à peu près équivalent dans la région de Tours, sur le bord de la route touristique des Châteaux de la Loire, donc à un endroit où il y a plein de touristes qui passent, où il y avait à peu près la même chose, il y avait beaucoup moins de travaux à faire, et il n'a jamais voulu parce que c'était trop loin de Saint-Thomas. Alors il a essayé il y a eu quelques tentatives donc, du côté de Saint-Thomas, ça n'a toujours pas très bien marché. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que parmi la fine équipe qui l'a développé de la fac, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient originaires de son coin, qui veille toujours au vin par rapport au fait qu'il ne faut surtout pas que le mythe de Pierre Bourges s'installe dans sa région. Alors donc, il affecte les moyens du bord, dans un premier temps à la ferme des Gaillons, à Mortagne-au-Père, c'est une ferme écologique, où on reçoit des groupes d'enfants, c'est un peu comme ici, où à l'inverse d'ici un hébergement, où il avait développé donc, un espace d'initiation à l'astronomie, où il avait mis en place un petit planétarium comme Sectopan lui avait fourni. Et donc la ferme des Gaillons, ça a fonctionné, on va dire, pendant une bonne dizaine d'années, et puis ensuite, il s'est trouvé que la ferme des Gaillons a voulu faire autre chose, ils ont changé de propriétaire, donc le nouveau propriétaire a dit, vous prenez vos petites affaires, vous allez ailleurs. Et il s'est installé donc à Saint-Longy-les-Mortagne. Saint-Longy-les-Mortagne, c'est un petit village qui est situé tout près de Mortagne-au-Perche, hein, donc, où là, ils ont pu lui partager dans une grange un espace hyper beau. C'est une structure qui est complètement non fiable à terme, puisque c'est une structure municipale qui dépend du maire et qui, en plus de ça, est dans une zone où ils veulent faire du camping à la ferme. Donc il y a de fortes chances que le petit musée Pierre Bourges, qui se trouve encore à Saint-Longy-les-Mortagne, se retrouve réduit à une version symbolique avant longtemps. Donc les revues, on a vu. Alors, tout ce qui est photographie, cinéma d'équipe, parce que Pierre Bourges, c'est un adorateur du soleil. Son astre préféré, c'était le soleil. Et c'est pas seulement quand il a pris de l'âge, parce que on s'aperçoit qu'en général, s'intéresse au soleil les personnes qui veulent observer autre chose. Et là, ce n'était pas du tout le cas. Il a toujours eu une passion pour le soleil. Quand il a fait ses protubérances solaires au Midi, c'était pas un vieillard capuchine. D'ailleurs, il n'a jamais été vieillard capuchine. Et en fait, dès 1953, il s'est mis à couvrir les éclipses totales du soleil, ce qui était quand même assez rare à l'époque, puisque en France, ils étaient peut-être moins d'une dizaine à couvrir après les éclipses. Donc, au total, il en a observé 26. Donc, alors à chaque fois avec des montages, on va dire, faits pour l'éclipse. Moi, j'en ai observé plusieurs avec lui. On a d'ailleurs rédigé ensemble le bouquin Chasseur d'éclipses. Et à chaque fois, c'était des montages complètement à l'objectif. Il construisait des montures équatoriales, spécialement pour le lieu où il observait les éclipses, et il était partisan de l'équatorial jetable. Ça veut dire qu'il gardait les optiques et il abandonnait donc toute la structure de base qui était en général du bois de caisse. Il ne ramenait que l'entraînement et l'optique principale, il a abandonné tout le reste sur place. Et il a fait ça pour toutes ses éclipses, il en a fait 26. Alors, il a fait aussi, bien sûr, du cinéma d'éclipse partielle de chez lui, du cinéma d'éclipse totale. Il est le premier à avoir filmé une éclipse totale de lune en couleur. C'était l'éclipse du 18 novembre 1975. Personne avant avait fait ça avant lui, ce qui est quand même assez extraordinaire parce que ça ne représentait pas une prouesse technique plus colossale à l'époque de filmer une éclipse même en argentique.
Alors, bon, ça vous donne une petite idée des divers montages qu'il a pu emmener pour aller observer les éclipses. Ça, c'est des images tirées du film qu'il a fait en 75. Vous voyez, c'était quand même pas des images débutantes, alors que c'était pris avec un télescope de 150 mm de diamètre, qui, pour les films de l'époque, c'était quand même pas évident de pouvoir faire des photos qui soient visibles avec un petit diamètre comme celui-là et surtout une focale qui n'était pas très longue. Il faut dire aussi que l'éclipse du Dijon en 75 était l'une des plus claires qu'on ait jamais vues. Et ensuite, il s'est intéressé à filmer tout ce qui est dans le ciel. Il a fait des quantités de séquences vidéo, enfin en film, ensuite il a passé en vidéo sur la rotation du ciel. Alors il y a des quantités dans son coin, là, à Saint-Thomas-de-Courtorey, le ciel est en général très bon quand il est dégagé. Donc c'était très facile de faire ce genre de choses. Il mettait le système en route avant d'aller faire autre chose, et quand on observait ou d'aller dormir, il revenait le lendemain matin, il récupérait. Et il développait ça dans sa fameuse machine de développement de film. Et donc c'est comme ça qu'il a pu nous faire des rotations de ciel sur une nuit complète. Alors ça c'est la fameuse caméra donc, adaptée à son chronographe. Hein. Donc vous voyez le système, c'est la patée numéro 2. Donc elle était un peu reloupée quand même. Ça c'était à Las Palmas le 2 octobre 1959, donc pour une totalité de 2 minutes 36. Donc il a emmené son télescope de 257 mm. Ce qui était quand même un exploit à l'époque. Même maintenant, pour emmener un télescope comme ça, je ne sais pas si on y arriverait, compte tenu des restrictions des compagnies aériennes. Ça, c'était l'éclipse qui intéressait la France le 15 février 1961. Là, vous voyez le prototype de la monture jetable. Les piquets de l'équatorial, ce sont des parpaings qu'il a dû abandonner sur place, il est parvenu avec. Et puis, donc, il avait construit une espèce de monture anglaise avec un bras qui faisait glisser les télescopes en suivant la courbe apparente du ciel pendant le déroulement de la totalité. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la totalité, c'est-à-dire que les phases partielles, quand il y avait une éclipse totale, il ne photographiait jamais les phases partielles, il ne photographiait que la totalité. Alors que quand il y avait une éclipse partielle dans son coin, la Saint-Aubin, il photographiait les phases partielles. Il faut comprendre quelque chose, bon, peu importe. Enfin, c'était sa philosophie. Ça permettait de mettre de tout concentrer sur le lourd, en abandonnant le léger qui était la monture. Ça, c'était au Canada le 10 juillet 1972. Ça, c'était le 31 juillet 81, donc en Sibérie. D'ailleurs, M. René Bercier, aussi présent, s'en souvient, n'est-ce pas, René? Oui. Tu t'en souviens de cette éclipse? Comment? Celle de 81, tu t'en souviens? En URSS. Oui. Oui. Alors là, c'est pareil, vous voyez, c'est des montures qui répondent à aucun principe édicté dans les bouquins, c'est du développement personnel pour vous. Ça, c'était au Maroc le 30 mai 1984. Alors, bien sûr, Pierre Roche a toujours intéressé ses deux fils à ces petites affaires, et à chaque fois qu'il pouvait en enrôler un ou les deux pour aller observer les éclipses, il ne manquait pas l'occasion. Et là, c'est Stéphane qui avait été enrôlé pour lui donner un petit coup de main pour cette éclipse, donc, qui était annulaire en 84 au Maroc. Alors tout ça, ça a amené à la publication de cet ouvrage Chasseurs d'éclipses qui a été publié en 99. Alors je vous ai parlé d'Agnès tout à l'heure, évidemment, pour les gens qui ont connu Agnès, tout le monde conviendra que si Pierre Bourges a pu faire tout ça, c'est aussi parce qu'il est une épouse attentive et qui a quand même assumé ses caprices, parce qu'il faut quand même savoir que tout ça, c'était quand même parfois des caprices de passionnés. Et quand il s'agissait de l'organisation des rassemblements, que ce soit à la ferme des Gaillons, et surtout avant, parce qu'avant ils faisaient leur rassemblement à la Pentecôte chez eux, donc à Saint-Thomas-de-Courtorey. Alors il faut savoir que c'était toutes les dames du village qui étaient recrutées pour l'intendance, pour préparer, en fait elles préparaient sur place toutes les pauses gustatives, on va dire. Donc c'était quand même très très lourd. Et ils montaient une tente dans la voiture qui était derrière chez lui, donc il était propriétaire d'ailleurs, et puis les exposés, tout ça se tournait là-dedans. Il faisait ses séances de chronographe à qui voulait bien regarder les protubérances solaires, il confiait son télescope de 400 mm aux gens qui étaient en mesure de s'en servir pour faire les observations nocturnes, parce que bon, même à l'époque il était déjà pas trop du soir, c'était plutôt du matin. Et ensuite, évidemment, il y avait la visite religieuse dans sa cave, où dans sa cave se trouvait évidemment toute la mémoire de l'astronomie optique française depuis l'après-guerre.
À tel point qu'on le mettait en boîte en lui disant, mais Pierre, quand tu as construit ta maison, parce qu'il avait construit sa maison en 70, 71, 72, tu n'as pas eu trop de problèmes avec les fondations parce qu'on suppose que les optiques étaient déjà là pour porter les murs qui sont bâtis dessus. On a l'impression chez lui, à l'époque, que quand on déplaçait un élément dans sa cave, la maison s'effondrait. Alors, il faut savoir qu'il a récupéré tout le fond de matériel d'exécution de pièces mécaniques de Manon. Donc, quand Manon a cessé son activité, c'était en 61, Pierre Bourges était à Causac-Lé, il a récupéré en gros toutes les machines-outils Manon qu'il a installées dans sa cave, et c'est avec ça qu'il a fait les petites lunettes Pierre Bourges de 52 mm qu'il commercialisait. C'est les 40 et les 52, c'était dans les années, on va dire, 65-80, pour les dernières. Et tout ça, c'était réalisé dans cette cave. Les optiques de la 52, c'était Coutard qui lui fournissait, c'était l'ancien opticien de Manon. Et donc, il y a certaines personnes qui lui ont reproché quand même de faire un peu d'astronomie commerciale, puisque, bon, lui, le chantre de l'astronomie non commerciale, il vendait des lunettes, des miroirs de télescope, enfin, des disques miroirs, qui se repattaient évidemment. Donc, il a eu une situation qui n'était pas très claire par rapport à ça. Bon, ceci dit, il a fait partie, c'est certainement le dernier qui a réussi, dans le contexte, on va dire, de ce qu'il a développé, c'est-à-dire dans le contexte à cheval entre l'associatif et le personnel, c'est certainement le dernier qui a réussi plus ou moins à vivoter de ce qu'il faisait pour l'astronomie. Alors naturellement, il a été récompensé, c'était sur le tard, par l'attribution d'un astéroïde qui est le numéro 13674, qui porte son nom, qui a été découvert donc sur le plateau de Calerne. Et en gros, l'officialisation s'est faite, je crois que c'était en 2001, en 2000 même, voilà. Donc, il y a un astéroïde qui porte le nom de Pierre Bourges qui circule là-haut. C'est pas un truc très, très extraordinaire, mais enfin, au moins, il existe. Voilà, bon, je ne vais pas faire plus long par rapport à ça, parce que voilà. On peut peut-être passer, on va peut-être passer le col des étoiles, à moins que vous avez quelques questions. Moi, je suis relativement jeune, j'ai connu Pierre Bourges chez lui. Ouais. J'étais déjà, je payais évidemment par chèque. Et un jour, ma soeur habitait en Normandie avec Françoise, donc décide d'aller payer la cotisation directement chez Pierre Bourges. Alors, évidemment, je n'avais pas fait gaffe à l'heure. Je suis arrivé, il était 14h, il était en train de faire la sieste. Donc, je suis tombé sur Agnès, qui nous a reçus super. Lui a entendu, oui, il est venu, je trouvais un bonhomme bougon, je me suis dit, oh là là, ça va être quelque chose. Ah oui, ça a été quelque chose. Ça a été quelque chose. J'ai payé ma cotisation. Il me demande ce que tu vas faire. Je dis, je viens payer ma cotisation. Et là, les yeux se sont éclairés. On était venu pour 10 minutes et on est reparti le soir. Ça m'a donné une idée. Donc, on a pris le café. On a pris tout ce café. Parce que chez Pierre, il y avait quand même un bon canard. Et après, on a fait la visite de la maison. Alors, j'ai pas de photo et c'est vraiment dommage, mais la maison, tu l'as dit, elle avait 2 pièces, la cave, et il y en avait une qui avait des étagères, comme ça, vous voyez, et il n'y avait que du verre, que des miroirs, je me rappelle de ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ça, c'est resté gravé. Et donc, après discussion de tout, parce que moi, je faisais faire le miroir chez Astam à l'époque, et il m'avait dit, tu devrais prendre Moser, mais bon, Moser, c'était pas le même prix, les délais, enfin bon, bref. Mais à Astam, moi j'ai eu du pot, c'était le début, et en plus j'ai un super miroir, donc je ne me plains pas. Et après il me dit, si vous voulez, je vais vous faire voir le soleil. Alors tu parles du truc fini, parce que nous on a vu le truc pas fini. Bah oui. C'est-à-dire, nous on a vu le truc qui tenait avec des punaises, on rentre là-dedans, on se dit, oh là, si on touche quelque chose, tout va nous dégringoler sur la tête. Et quand on était dans l'observatoire qui était tout petit, parce qu'il y avait une personne qui rentrait. On va pas rentrer à deux. Il y avait la caméra, elle enlevait la caméra. Et donc, mais alors là, par contre, c'était nickel. Et c'est là que j'ai vu, moi, ma première protubérance. Toi, tu l'as vu aussi, là, je crois, la première. Et là, c'était un moment assez extraordinaire, quand même, de voir c'était vraiment du bricolage. Il ne fallait pas toucher les murs, parce que c'était de la tôle d'offset, donc c'est 2 dixièmes, 3 dixièmes de millimètre. Dès qu'il y a du vent, ça fait comme ça, vous dites, mais la mécanique n'a jamais bougé. Voilà, et c'est vraiment un personnage extraordinaire, Mis à part notre ami René, ici présent, est-ce qu'il y a parmi nous d'autres personnes qui l'ont connu? Comment moi j'ai connu Lucien Roudot,
quand il était présentateur au Palais de la Découverte. Il y avait une section astronomie très très belle en 1941-42. J'avais alors 14 ans et j'étais au cours complémentaire avec un camarade. Nous avions l'habitude d'aller le voir. C'était en hiver 41-42, et en raison de l'occupation allemande et du blocus de l'Europe par les Anglo-Américains, il n'y avait pas de chauffage. La température dans son bureau était de 5 degrés, un bureau de 3 mètres sur 3. Il était très distingué.